39e conférence de la FAO, elle a débuté ce matin à Rome, en Italie, en présence de chefs d'État dont le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. En plus des questions de politique générale, la session désignera un nouveau directeur général. Le Festival du Turban, l'association des reporters, photographes, caméramans de Gao lance l'initiative. Pendant tout le week-end, des séances d'initiation au port du turban seront organisées. Le turban est une exclusivité masculine. Nous sommes samedi 6 juin, vient de prendre fin le match Juventus de Turin contre le Barça et c'est l'équipe de Lionel Messi qui reste encore championne d'Europe avec le score de 3-1. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, ce communiqué du gouvernement. La médiation élargie a tenu à Alger du 25 mai au 5 juin une série de consultations avec les parties prenantes au processus d'Alger. Les parties qui ont déjà signé l'accord et les parties qui l'ont à ce jour paraphé. Il s'agissait d'identifier les actions à engager après l'entrée en vigueur de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Ces consultations n'ont pas touché au fond de l'accord puisqu'il ne s'agissait pas d'une réouverture des négociations. Il s'agissait essentiellement de clarifier certaines dispositions devant permettre à la CEMA de rejoindre le processus et de procéder à la signature de l'accord après le paraphe. Ces consultations se sont organisées autour des axes suivants. Premier point, la mise en œuvre des conditions de parachèvement et de la signature de l'accord dans les plus brefs délais et la clarification de la méthodologie et des modalités de mise en œuvre de l'accord. Deuxième point, la réaffirmation par les parties de leur engagement au processus d'Alger en faveur d'une cessation définitive et totale des hostilités. Troisième point, l'examen des préparatifs engagés pour la mise sur pied du comité de suivi de l'accord et pour la tenue dans les délais fixés par l'accord de la première réunion de ce communiqué. Les préoccupations soulevées, notamment par la CEMA, ont été jugées susceptibles d'avoir une réponse dans la mise en œuvre de l'accord. En d'autres termes, toutes les questions auxquelles se sont référées ces consultations seront examinées sans préjudice des dispositions pertinentes de l'accord. L'unité nationale, l'intégrité territoriale, la forme laïque et républicaine du Mali sont et demeurent préservées. À la lumière de ce constat, le gouvernement a signé le relevé des conclusions. La CEMA y a apposé sa signature. L'ensemble de la médiation en a fait autant. Au terme de ces consultations, la CEMA s'est formellement engagée à procéder à la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali le 20 prochain ici à Bamako. À cet effet, le gouvernement prendra toutes les dispositions matérielles et sécuritaires nécessaires au bon déroulement de l'événement. Le gouvernement se réjouit de ce nouveau développement et invite toutes les parties prenantes à conforter chaque jour davantage le processus de paix et de réconciliation dans l'intérêt de toutes les composantes du peuple malien. Je vous le disais dans les titres, ouverture ce matin à Rome en Italie de la 39e conférence de la FAO. La FAO, c'est l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture. Cette session à laquelle participe le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, procédera à l'élection des nouveaux directeurs généraux. Les questions de politique générale et de mobilisation de fonds pour l'institution figureront en bonne place. Le Brésil, invité spécial à travers son ancien président, fera un exposé sur l'expérience brésilienne de réduction de la faim et de la pauvreté. Le compte-rendu de nos envois spéciaux à Rome, Dembawan et Modibo Mareko.
Pour cette 39e conférence, 3 chefs d'État en exercice et un ancien ont répondu présent à l'invitation de la FAO, l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture. Il s'agit du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, du président de l'Italie, hôte de la rencontre, et celle de Chili. L'ancien chef d'État du Brésil, Lula da Silva, invité spécial pour exposer l'expérience de son pays dans la réduction de la faim et de la pauvreté, a répondu à toutes les attentes. Le Brésil, sous l'ère Lula, a mis en place différents programmes qui constituent aujourd'hui des modèles pour beaucoup de pays dans le monde. Il s'agit du programme Électricité pour tous qui a touché 10 millions de personnes, de la réforme agraire qui a concerné 51 millions d'hectares qui constituent 50% de toutes les terres cultivables du Brésil, du programme Bourse familiale qui a touché 15 millions de personnes et enfin du programme Repas scolaire qui a donné de quoi manger à plus de 47 millions d'enfants de 0 à 16 ans. Une vraie révolution sans tirer un seul coup de fil selon Lula, dont la réussite tient à une seule chose, la volonté politique. Cela peut vous surprendre, mais nous n'avons pas dépensé beaucoup pour cela, parce que si tous les responsables du monde ne pouvaient s'appuyer que sur la volonté des grands financeurs, si tous les présidents attendaient que le ministre des Finances nous dise il y a un surplus, il y a un excédent, voilà, vous pouvez, ceci permettra de subventionner ces projets, et bien à ce moment-là, il n'arriverait jamais. Car il y aura toujours des gens, il y aura toujours un journal qui dira c'est quand même mieux de construire des routes que de nourrir la population. Il y aura toujours quelqu'un qui vous dira qu'il vaut mieux investir dans la construction de ponts. Il y aura toujours quelqu'un pour dire il est préférable de faire ceci ou cela, à savoir trouver d'autres priorités au sein du gouvernement, plutôt que d'accorder notre attention et notre aide aux pauvres. L'obstacle principal que nous avons rencontré pour mettre en œuvre notre programme, c'était les préjugés. Monsieur le directeur général, je voudrais m'adresser à mes collègues de la FAO. Si vous n'avez pas un système de registre bien tenu pour identifier les personnes qui peuvent et qui doivent bénéficier de tels programmes, eh bien, à ce moment-là, cet argent va rester quelque part dans la poche des intermédiaires et n'atteindra jamais les plus pauvres. Sur l'expérience brésilienne, il y a beaucoup d'enseignements à en tirer dans la lutte contre la pauvreté et contre la faim. Donc je pense que ça est utile. Avant Lula, le président italien avait déjà rappelé à la communauté internationale son devoir qui est d'éradiquer la faim et la malnutrition. Pour Sergio Mattarella, cela passe par la lutte contre les inégalités sociales à travers l'accès des femmes au crédit et le soutien à l'agriculture familiale. Le Chili, selon sa présidente, appuie déjà dans ce sens. Michelle Bachelet est allée plus loin en renouvelant l'engagement que la promesse faite par l'Amérique latine d'éradiquer la faim et la malnutrition d'ici 2025 sera tenue. Cette 39e conférence qui a ouvert ses portes aura 5 jours pour étudier les questions de politique générale et de mobilisation de fonds pour l'institution. Mais avant, elle procédera à l'élection d'un nouveau président qui ne devrait être autre que l'actuel. Le Brésilien José Graciano da Silva se succédera en lui-même, faute de concurrents. Sécurité alimentaire, restant dans le même chapitre pour dire que le commissaire à la sécurité alimentaire et une forte délégation sont en visite dans le cercle de Nara. Cette visite entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans les cercles de Nara et de Nyoro du Sahel. Reportage de nos envoyés spéciaux à Nara, Djelimakan Diabaté et Rachel Tessougui. Le programme de lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans les cercles de Nara et Nyoro du Sahel a 5 composantes. Il s'agit de l'amélioration de la production agricole et animale, de la protection sociale et de l'institution de microfinance, de la sécurité nutritionnelle, de l'eau potable ainsi que de l'appui aux collectivités locales. Les activités menées par ma composante, c'est d'abord le renforcement des capacités des acteurs locaux et des acteurs communaux pour la prise en charge de la sécurité alimentaire dans leur planification et leur budgétisation. Et également appuyer les collectivités locales à faire des infrastructures et des ouvrages pour améliorer la sécurité alimentaire dans notre zone d'intervention qui est le cercle de Nara. À Moudia, dans le cercle de Nara,
Un barrage est en chantier. Ce barrage doit protéger le village contre les inondations et faciliter le maraîchage. Au compte des réalisations, nous avons eu les constructions de barrages, certaines thématiques liées à la sécurité alimentaire, au genre, au changement climatique, à la maîtrise d'ouvrage et à l'intercollectivité. On a aussi mis en place des investissements structurants liés à la sécurité alimentaire tels que les kits scolaires, les kits sanitaires. Le commissariat à la sécurité alimentaire, en tant que coordinateur global de ce programme, effectue des missions de supervision et d'appui conseil aux différents partenaires impliqués avec l'appui technique de la FAO afin de s'assurer de la bonne exécution des activités planifiées. Les mutuelles de santé, il y a eu une grande avancée et ces mutuelles vont devenir très opérationnelles et c'est important et c'est un appel que je lance à la population de Nara. Nous avons des actions de nutrition, de récupération nutritionnelle. Nous voulons que les populations y participent. Nous avons également la microfinance et nous avons également les jardins, le jardinage, le maraîchage pour les femmes. Nous avons l'adduction d'eau. C'est pour améliorer leur bien-être. C'est pourquoi il est multisectoriel pour permettre de combattre définitivement l'insécurité alimentaire et nutritionnelle à Nara. Le programme de lutte contre l'insécurité alimentaire et la nutrition dans les cercles de Nara et Nioro du Sahel a débuté en 2012 et prendra fin en 2016. La quinzaine de l'environnement a été lancée à Sikasso et Sikasso ville propre. C'est l'ambition affichée par les autorités nationales en collaboration avec les partenaires techniques et financiers et les élus de la commune. C'était à la faveur donc du lancement de la 16e édition de la quinzaine de l'environnement que la région abrite. Encore une fois, un concours quartier propre a été lancé à l'hôtel de ville par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Mohamed Aguerlaf. Sikasso, le point avec Sekou Konaté. Par le présent concours, le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et ses partenaires, la coopération technique belge, à travers la Confides et la mairie de Sikasso, veulent enclencher une dynamique de changement de comportement et d'habitude en matière de gestion, d'assainissement d'une ville, carrefour et d'immigration comme Sikasso. Il s'agit également de construire un partenariat entre toutes les parties prenantes dans le but de renforcer l'engagement collectif et individuel de tous les Sikassois par l'adoption de comportements quotidiens adéquats en vue d'améliorer la qualité du cadre de vie et l'environnement de notre ville. Pendant 15 jours, une offensive d'ensemble sera menée dans les 15 quartiers de la commune urbaine de Sikasso pour imprimer le réflexe de la salubrité de proximité. Une dynamique qui nécessite l'implication de tous. Si chaque ménage à Sikasso pouvait consacrer 100 francs par jour, je dis bien pas plus de 100 francs par jour, Sikasso sera une ville éternellement propre. Les critères retenus pour ce concours vont de l'état de propriété des concessions à la présence des comités d'assainissement dans les quartiers, en passant par l'état de propriété des rues, des latrines, l'utilisation des dispositifs de lavage des mains et des poubelles. Et les attentes sont grandes. Le don que Madame la Présidente a fait l'autre jour est hautement significatif. Il ne s'agissait pas de récompenser Sikasso parce qu'il y a eu un concours ville propre. Il s'agit de récompenser Sikasso parce que le mécanisme, le processus total de traitement de déchets solides a été mis en place. Il fallait le compléter. La proclamation des résultats est attendue le 17 juin à la clôture de la quinzaine avec de nombreux cadeaux pour les 3 présidents. La décharge finale de Sikasso est une fierté nationale qu'il faut soutenir. La révélation a été faite par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. C'était à l'issue de la visite de terrain effectuée sur le site. Le ministre Mohamed Aguerlaf a également procédé au lancement de la campagne de reboisement 2015 dans la commune rurale de Kaboïla. Journée bien remplie pour le ministre Aguerlaf, nous dit Fatoumata Diallo.
Voir de près l'état de fonctionnement de la décharge finale de Sikasso, c'est la motivation à l'origine de la visite du terrain effectuée par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable à la tête d'une forte délégation. Le périple ainsi effectué sur le site, du pont bascule au bassin de traitement en passant par les unités de compostage et d'enfouissement des ordures, a permis le constat suivant. Un centre d'enfouissement technique ne peut pas vivre de ses propres ressources. Cela veut dire qu'il doit être soutenu par une fiscalité. Donc il faut soutenir ce centre d'enfouissement technique qui est aujourd'hui une fierté nationale. L'occasion était alors propice pour le ministre de procéder par ailleurs au lancement de la campagne de reboisement 2015 dans la commune rurale de Kabouila. Campagne qui sera marquée par la plantation de différentes variétés d'arbres et la culture de riz Nerica sur une superficie de 3,5 hectares. Le premier plan a été mis en terre par le ministre, suivi dans son geste par les membres du cabinet. Un acte citoyen qui va sans nul doute contribuer à réduire la désertification et à atteindre l'autosuffisance alimentaire, comme le stipule le thème Fin Zéro, uni pour des modes de production durables. Il était important que dans un pays sahélien comme le Mali, lutter contre la désertification, renforcer la durabilité des écosystèmes, c'est très important. C'est pour cela que le PNUD a investi avec d'autres partenaires au développement des ressources financières et humaines importantes pour appuyer le gouvernement. La population de Kabouila, décidée à relever le défi, a extériorisé sa joie à travers des manifestations folkloriques. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que dans le cadre de la session ordinaire en cours, une séance plénière se tiendra le lundi 8 juin 2015 et jour suivant s'il y a lieu. À l'ordre du jour, présentation de la déclaration de politique générale du Premier ministre, chef du gouvernement. Les travaux débuteront à 10 heures précises dans la salle Modibo Keïta et la séance est publique. Plus d'1,7 million moustiquaires imprégnés d'insecticides, c'est le stock qui doit être mis à la disposition des populations vulnérables du district de Bamako. L'activité s'inscrit dans le cadre du lancement de la distribution gratuite des moustiquaires et de couverture universelle pour le district de Bamako. La cérémonie présidée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est déroulée en commune 1 du district, en présence de notre reporter Fademba Keita. Financée à hauteur de 4 milliards de francs CFA par le Fonds mondial, la présente campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés dans le site de Bamako vise à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile lié au paludisme. L'initiative répond à une des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, à savoir offrir le maximum de moustiquaires à la population, cela à raison d'une moustiquaire pour 2 personnes. Je félicite le gouvernement malien ainsi que tous les partenaires et organisations qui contribuent au financement du Fonds mondial soutien pour lancer la campagne de distribution dans le district de Bamako qui contribuera à la réduction du taux de mortalité des enfants comme attestant les données de la dernière enquête démographique et de santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en partenariat avec l'initiative présidentielle américaine de lutte contre le paludisme PMI, fait déjà de ce combat un axe prioritaire de sa politique de santé publique. Le plan de lutte actuel du programme de lutte contre le paludisme combine plusieurs stratégies, parmi lesquelles la prise en charge correcte par le diagnostic préalable et le traitement précoce des cas, la prévention par l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides, le traitement préventif intermittent du paludisme chez la femme enceinte, la chimioprévention du paludisme saisonnier chez l'enfant, la pulvérisation intradomiciliaire, entre autres. Selon les résultats de l'enquête démographique de santé réalisée entre 2012 et 2013, le paludisme est la cause de décès des enfants de moins de 5 ans. Des études menées ont prouvé que l'utilisation régulière des moustiquaires imprégnés réduit de 50% l'incidence du paludisme. Ce lancement fait suite aux distributions effectuées précédemment dans les régions de Sikasso, Kaye, Koulikoro et Mopti.
Démarrage à Bamako d'un forum thématique, l'Assemblée nationale et la lutte contre la corruption. Organisé en partenariat avec le NDI et l'USAID, le forum se fixe comme objectif de faire l'état de la corruption au Mali, d'aider le réseau des parlementaires maliens pour la lutte contre la corruption et à renforcer le contrôle parlementaire en la matière ou encore renforcer les capacités du Parlement dans le domaine législatif et de contrôle de l'action gouvernementale en termes de réforme. Nyanya Aliou Traoré. Elle fait partie aujourd'hui des pandémies du monde. Elle est bien organisée et tue subtilement ses victimes. Elle freine le développement, entraîne une démoralisation générale des populations. Bref, elle porte atteinte à l'intégrité d'une nation. Elle, c'est la corruption. En effet, la corruption est un fléau qui n'épargne personne et dont les effets néfastes, éminemment néfastes, se font d'abord et surtout sentir sur les couches les plus paupérisées, les plus pauvres de la population. Je suis heureux d'annoncer que l'USAID a rétabli son bureau de paix, démocratie et gouvernance. Et nous allons investir 50 millions de dollars au cours des 5 prochaines années dans le programme de bonne gouvernance. Venir à bout du phénomène n'est pas chose impossible. C'est en tout cas la conviction du réseau des parlementaires maliens contre la corruption en initiant ce forum. Il faut inverser la tendance si l'on veut voir nos efforts de développement atteindre les résultats escomptés. En organisant cet événement, le réseau des parlementaires maliens contre la corruption a souhaité marquer à nouveau sa détermination à mener cette lutte pour éradiquer le phénomène de la corruption au Mali. La corruption a pris une ampleur si grande qu'il est nécessaire d'aller au-delà des rapports et des textes pour les mesures effectives. Je tiens à rappeler que l'engagement du Parlement malien pour contribuer à l'amélioration de la qualité de la gouvernance par la lutte contre la corruption est si ferme que notre institution vient d'adopter la loi sur l'enrichissement illicite. Diverses questions seront abordées au cours du forum, notamment quelles sont les stratégies à mettre en place par le Parlement et les groupes civiques afin de lutter efficacement contre la corruption, quelles seront les priorités de la commission parlementaire en la matière ou encore quel plan de communication dégagé à l'intention des populations. Restons avec les députés pour dire que les membres de la commission des travaux publics des domaines de l'habitat et de transport de l'Assemblée nationale étaient hier à 100. Les élus de la nation ont d'abord rencontré les organisateurs de la 615e édition du 5e. Objectif, s'informer sur l'aspect sécurité routière de cette fête qui mobilise de milliers de personnes chaque année. Ils ont ensuite visité le tronçon de la digue Sanké qui est en pleine dégradation, faute seulement de travaux d'entretien. Envoyés spéciaux à San, Chekouma Sangaré, Aruna Diarra et Abbas Bass. La commission des travaux publics, des domaines, de l'habitat et des transports s'est d'abord rendue sur la route régionale 23 reliant les cercles de San et Massina. Cette piste, longue de 108 km, relie la zone interfleuve à une bonne partie du pays. La visite a essentiellement concerné le tronçon San-Belené-Tieni au bord du fleuve Bani, soit 7 km appelé la digue Sanké. Les élus de la nation étaient venus pour s'enquérir de l'état de cette route et s'assurer que les dispositions sont prises pour les travaux d'entretien. Ça fait quand même déjà 2 saisons sans entretien, la route est suffisamment dégradée. On va quand même veiller au niveau du département de l'équipement des transports pour que les dispositions soient prises rapidement pour que ces travaux commencent avant l'hivernage. Cette mission de la commission des travaux publics des domaines de l'habitat et des transports de l'Assemblée nationale s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a présidé à son département une rencontre avec les attachés de défense des différentes ambassades accréditées dans notre pays. L'objectif de cette rencontre était de les informer sur la situation sécuritaire qui prévaut au nord de notre pays. Cette rencontre à huis clos a permis aux attachés de partager leur point de vue à propos de la situation socio-politique que traverse notre pays. Mahamadou Doumbia a pu suivre pour nous.
En rencontrant les attachés de défense des ambassades et des consulats accrédités dans notre pays, le ministre de la Défense et des anciens combattants a tenu à faire le point sur la situation sécuritaire actuelle des régions du nord du Mali. La violence doit cesser, celle qui s'exerce d'abord sur les populations. La violence doit cesser, celle qui s'exerce sur les forces armées du Mali, dont les positions ont été régulièrement attaquées. L'armée malienne s'est contentée de riposter, de traiter la menace et dans certains cas de poursuivre afin de détruire le dispositif qui menaçait sa position. Aujourd'hui, nous passons à une autre phase. Il faut que toutes ces violences s'arrêtent de manière à faciliter le retour des réfugiés, de faciliter le retour de l'administration dans toutes les régions du nord du Mali et faire en sorte que la mise en œuvre de l'accord ne souffre pas de perturbations du fait de groupes armés. Et après, nous devons nous occuper du traitement résolu du terrorisme, qui est une menace qui s'adresse certes au Mali, mais s'adresse aussi à tous les voisins du Mali et ailleurs à toutes les démocraties. Les attachés militaires satisfaits de ce compte rendu détaillé sur le terrain se disent prêts à toujours collaborer avec les forces armées de sécurité du Mali. Aujourd'hui, nous sommes à un point crucial. Il y a eu par chance la signature de l'accord du 15 mai qui va probablement rebondir sur la signature d'un accord définitif. Il va y avoir derrière un gros travail de fond à faire pour mettre en œuvre cet accord de paix. Les attachés de défense seront bien sûr associés et sont disponibles aux côtés du Mali pour vous aider dans vos démarches. On considère que le Mali c'est un pays frère, ce n'est pas un pays voisin. Ce qui touche à l'insécurité du Mali touche à l'insécurité de l'Algérie. Nous sommes liés par cette menace, c'est-à-dire le terrorisme, le narcotrafic et les crimes organisés. L'Algérie, elle est toujours aux côtés de nos frères maliens. Elle n'a jamais cessé d'être présente aux côtés de nos frères maliens pour la faire sortir de cette crise qui touche le Mali et touche l'Algérie. Cette rencontre d'environ 1h30 a permis de mettre au même niveau d'information l'ensemble des attachés militaires qui souhaitent que de telles rencontres se pérennisent. À l'occasion de la fête de la Constitution du Royaume du Danemark, son ambassade à Bamako a organisé hier soir une réception à sa résidence. Et cette réception a rassemblé plusieurs diplomates et des membres du gouvernement. La réception a été l'occasion pour l'ambassadeur du Royaume du Danemark de saluer les bonnes relations dano-maliennes qui se renforcent davantage chaque année. Mohamed Ould Mamouni a suivi pour nous. Chaque 5 juin, le Royaume du Danemark célèbre la démocratie. Appelée aussi fête de la Constitution, elle marque le passage de la monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle. Une fête qui intervient alors que le pays se prépare pour des élections générales le 18 juin 2015. Au cours de la réception que la représentante du pays des Vikings a organisée à sa résidence, elle est longtemps revenue sur les différents événements qui ont marqué l'histoire de son pays. L'ambassadeur Winnie Estrup Petersen s'est réjoui des bonnes relations entre Copenhague et Bamako. Ce partenariat vaste se concentre sur la restauration de la paix et de la stabilité, mais aussi de la réduction de la pauvreté au Mali. Elle ajoute que le Danemark contribue activement aux efforts de la communauté internationale pour soutenir le gouvernement et le peuple malien pour le développement et la stabilité dans notre pays. L'un des temps forts de cette cérémonie a été aussi les retrouvailles autour d'un cocktail entre Winnie Estrup Petersen et ses invités de marque. Assemblée générale ordinaire de l'Association malienne des gestionnaires des ressources humaines, après la visibilité qu'elle a obtenue de l'organisation de la Journée africaine des ressources humaines, l'association est face à de nouveaux défis. Compte rendu, Moïse Traoré. Le Mali a organisé avec brio la 18e journée africaine des gestionnaires des ressources humaines les 10, 11 et 12 mars 2015. La présente Assemblée générale ordinaire permet de passer en revue le rapport d'activité de l'année écoulée et de valider le plan d'action 2015. Nous avons le défi d'organiser la 2e édition des Journées maliennes des ressources humaines. Nous devons essayer de participer à la dissémination des meilleures pratiques RH en République du Mali à travers l'organisation du prix du meilleur RH du Mali, contribuer à faire des propositions dans le cadre de l'amélioration de la réglementation de la République du Mali. Également, là, trouver une solution
prévention, l'adéquation, formation, emploi. L'association malienne a la responsabilité de redynamiser ou inciter à la création d'une entité similaire en Guinée-Conakry. Les ressources humaines constituent la première richesse de ce pays. Il en est de même de tous les efforts que vous déployez pour porter dignement le drapeau du Mali dans le grand forum consacré à la gestion des ressources humaines à travers le monde. À cet effet, c'est à l'université de Mali d'assurer à travers votre association la présidente de l'association africaine des formateurs et des directeurs du personnel AFDIP. L'association malienne des gestionnaires de ressources humaines compte 184 membres. L'association pour le Mali APM de Sirakoro-Niaré dans la commune de Kati soutiennent les actions du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et de son gouvernement. Les membres de ces associations l'ont fait savoir à la faveur des meetings au ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières. Les habitants lui ont exprimé leur satisfaction à rentrer en possession de leurs terres perdues. Nouroum Sissoko, compte rendu. Les associations pour le Mali APM de Sirakoro-Niaré et environ dans la commune de Kati réitèrent leur soutien aux actions du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et de son gouvernement. Ce soutien fait suite à l'annulation par l'État de titres fonciers mettant du coup les habitants de ces quartiers dans leurs droits. La terre de Sirakoro-Niaré était confisquée par les sociétés immobilières en accord commun avec le domaine de l'État de Kati. Notre village a eu la terre confisquée par les sociétés grâce tout simplement au concours du président de la République du Mali, Ibeka, au concours de Mohamed Ali Bachili. Donc nous avons réussi ces 580 hectares-là. Pour le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, l'attribution d'un titre foncier doit respecter des exigences édictées par la loi. Les gens sont venus s'accaparer des terres des villages sans aucune enquête auprès de ces villages. Et on veut se baser sur ce formalisme du titre foncier pour dire qu'il n'y a rien qui peut se passer. Ceux qui ont bénéficié de ce formalisme-là sont propriétaires des terres. Alors que ce n'est qu'un aspect juridique lié au formalisme des titres fonciers. Le ministre Bachili se dit déterminé à assainir le secteur du foncier et en appelle à la vigilance des populations rurales. Ces populations, il faut les aider à s'organiser. La Constitution dit que nous avons le droit de refuser l'arbitraire, violer les lois pour créer un acte conduit à l'arbitraire. Plusieurs villages subissant la pression foncière ont présenté leurs doléances au ministre. Les visiteurs du jour ont été émerveillés par les animations folkloriques tirées du répertoire Bambara. Le Parti du Rassemblement pour le Développement et la Solidarité, RDS, a animé un point de presse pour soutenir l'accord d'Alger et faire des propositions pour sa mise en œuvre. Le RDS est beaucoup appesanti sur la situation politico-sécuritaire de notre pays. C'était à la Maison des Aînés, Daouda Sidiki Diarra. Pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, le Parti du Rassemblement pour le développement et la solidarité, RDS, apporte sa contribution. Objet de cette conférence de presse, la stratégie de mise en œuvre doit reposer sur deux aspects fondamentaux de la situation que vivent les Maliens. Il s'agit des aspects sécuritaires et politiques. Rien de sérieux et de durable ne peut être entrepris au Mali sans le rétablissement sans état d'âme de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit de la boucle du Niger, de Mopti à Labezanga. Il faudrait dans les mois en cours, juin et juillet, qu'aucun fusil de guerre ne soit détenu par un civil et par un rebelle dans tout le Gourma. Pour le président du RDS, les élections régionales exigent la pacification réelle du pays, le retour des réfugiés et des déplacés dans leurs foyers. Nous allons nous réconcilier. Nous avons estimé qu'il est difficile de mener les élections régionales aujourd'hui parce qu'il y a un découpage qui a été hérité du président Modibo Keïta, du président Moussa Traoré, un découpage qui a été fait par le président ATT. Nous avons proposé que les élections se fassent dans les communes et cercles existants et que
il faut procéder à un nouveau découpage des régions dans lesquelles les municipales, les élections de cercle et les élections des régions pourraient être cumulées, jumelées. Le RDS dit non à une amnistie pour les auteurs des crimes contre l'humanité. Akai, c'est le mouvement Maliko qui organise un meeting de soutien à l'accord pour la paix et la réconciliation. Cela en collaboration avec l'association des ressortissants et sympathisants des régions du Nord qui vivent à Akai. Moriba Keita, compte rendu. Ce meeting d'information et de soutien au gouvernement pour la signature de l'accord de paix et la réconciliation a été organisé par le mouvement Maliko en collaboration avec l'association des ressortissants des régions du Nord à Kai. Les organisateurs ont appelé les Maliens de Kai à Kidal à soutenir le gouvernement du Mali pour un Mali un et indivisible. Ils ont appelé également la communauté internationale à s'impliquer pour que toutes les parties signent l'accord. Nous réaffirmons notre soutien et notre confiance à la communauté internationale dans la République du Mali. Je vais lancer un cri de cœur à l'endroit de nos frères qui ont pris les armes, pour leur dire que chaque chose a une fin. Toute chose a une fin. Il est temps de déposer les armes, il est temps de revenir dans la République, il est temps de venir pour qu'on puisse faire ce pays. Aujourd'hui, c'est 15 millions de personnes au Mali qui sont en train de les regarder et de les attendre. Il faut que tous les Maliens soutiennent cet accord, parce que cet accord, s'il est acquis au prix du sang de certains Maliens, il a aussi des avantages dont bénéficieront tous les Maliens. Maintenant, le Mali est une jeune nation. Toutes les nations ont traversé des périodes difficiles. Le Mali est une jeune nation et le Mali a trébuché, mais le Mali ne tombera jamais. Les Maliens resteront toujours debout. Il faut que nous nous entendions. Sans l'unité, on ne peut rien faire. Donnons-nous la main pour une paix durable au Mali. De Kai, rendons-nous à Tombouctou. Tombouctou a organisé hier une journée de prière et de dialogue social pour soutenir le retour de la paix en collaboration avec le Conseil danois pour les réfugiés. Yeya Tandina depuis Tombouctou. Cette journée de prière, de dialogue et de la cohésion sociale pour la paix est une initiative du Conseil danois pour les réfugiés en collaboration avec les communautés de Tombouctou. Cette activité se tient au lendemain de la signature de la fin des consultations à Alger. Elle vise à créer un cadre d'échange entre les différents acteurs, une des missions du partenaire DRC. Aujourd'hui, le DRC opère à partir de ses bases de Tombouctou, Mopti, Gao, pour mieux soutenir les populations vulnérables, appuyer la réhabilitation des services sociaux de base et contribuer à la restauration d'un climat de vivre ensemble propice au retour volontaire des rapatriés, déplacés et réfugiés. Plusieurs activités sont prévues, entre autres la lecture du Coran, des travaux de groupe au cours desquels des recommandations seront formulées et des messages sur la paix élaborés. L'organisation de cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'application des engagements des plus hautes autorités nationales à ramener la paix et la réconciliation au Mali et à rappeler les fortes traditions des communautés musulmanes de la région de Tombouctou. On prépare à cette rencontre la notabilité, les jeunes, les femmes et les partenaires au développement. Un cross-country dans la ville de Tombouctou va clore les activités de la présente journée. Le festival du turban vient d'être lancé à Gao, initié par l'association des reporters, photographes et caméramans de Gao. Cette première édition est placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Initiation au port du turban, son importance, sa mission ont été les activités clés de la cérémonie de lancement. Drissa Kone depuis Gao. Quand on perd tout, c'est la culture qui reste. Et lorsque le tissu social entre les communautés s'effrite, seule cette culture peut les réunir. Voilà en substance la motivation de l'association des reporters, photographes et caméramans de Gao à travers l'organisation de ce festival du turban placé sous le signe de la paix et la cohésion sociale. Pour les peuples du septentrion du Mali, le turban représente tout ce qui existe de plus prestigieux en matière d'accoutrement. Il est le symbole même de l'honneur, de la dignité, de la responsabilité
Il se porte quand l'homme devient majeur, lorsqu'il se marie et quand il est intronisé comme chef. Le turban est un élément fédérateur entre toutes les communautés de la boucle du Niger et du Sahara, notamment les Songoi, les Peuls, les Arabes et les Touaregs. Cette riche culture doit être enseignée à la génération nouvelle qui porte le turban juste pour se protéger des intempéries de la nature. Au cours de la cérémonie de lancement des activités, la démonstration à l'initiation au port du turban des jeunes mariés Songoi de Tombouctou a attiré l'attention des autorités régionales. Aujourd'hui, nous célébrons un élément culturel fondamental qui est un outil, n'est-ce pas, qui permet, sinon disons qui est une aiguille qui permet, n'est-ce pas, de recoller les tissus, n'est-ce pas, qui est le tissu social qui est vraiment ébranlé pendant ces périodes de crise. Nous sommes heureux au niveau de la région de vous voir savoir déjà en train de prendre date avec l'histoire pour déjà la mise en œuvre de l'accord que nous avons signé. Parce que ce festival participe aussi de ce que nous sommes en train d'appeler les vivre ensemble. Défilé de turbans par les différentes communautés, symposium, exposition photo, entre autres au sein des activités de ce festival de turbans qui se tiendra du 6 au 8 juin 2015. Le turban, nous le rappelons, reste une exclusivité masculine, en même temps symbole de l'honneur et de la dignité. Football, hier au stade Mamadou Konaté au compte de la 18e journée de la Ligue 1, l'USFAS a dominé le CS de Gouolon-Villard, 3-1. C'est la troisième victoire consécutive des militaires depuis le début de la phase retour. Mamadou Dante, compte rendu. L'USFAS avait ouvert le score dès la 5e minute de la rencontre face au CS de Gouolon-Villard qui avait perdu tous ses repères. À la 14e minute, les militaires aggravent le score par Alassane Dambélé suite à un tir de Ibrahima Diabati repoussé par Nti Michel. 10 minutes avant la mi-temps, l'équipe de 7 villages parviendra à réduire le score par Bassouma Sangaré. L'unique but de la seconde période sera inscrit par Alassane Dambélé, son deuxième but personnel, troisième pour l'USFAS à la 81e minute. Ainsi, les militaires empochent les 3 points de la partie. Moi, je n'ai pas d'autre secret, c'est le travail seulement. J'ai toujours dit ce que j'ai fait en début de saison comme préparation, j'ai confiance à cela. Donc, les garçons ils se sont défoncés, ils ont accepté de travailler les 2 phases de l'endurance avant de travailler la vitesse et la force. Ça fait 2-3 matchs, chaque 3 jours on joue. On vient de Secours et puis venir jouer contre ISFAS, qui a eu quelques jours de repos par rapport à nous. Bon, c'est le foot. Il y a à peu près 6 joueurs, 6 absents. Bon, on va les récupérer pour la prochaine journée. On va tout faire pour faire des corrections. L'USFAS continue avec sa série de victoires, tandis que le CS du Gouolon-Villard court derrière une victoire depuis la 12e journée. Le CS du Gouolon-Villard doit améliorer son jeu pour la suite de la compétition. Coupe du monde des moins de 20 ans, le Mali et l'Uruguay ont fait match nul, un but partout. C'était ce matin. Les mordus du football sont restés devant leur écran de télévision pour suivre le match. Égalité parfaite, un tirage au sort effectué à l'issue du match a désigné l'Uruguay 2e et le Mali à la 3e place du groupe. Les Aiglons se qualifient tout de même, même figurant parmi les meilleurs 3e. Khalifa Nama Traoré, décryptage. Jouer sans perdre pour prétendre à la qualification au 8e de finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande, tel est le défi que les Aiglons du Mali se doivent de relever lors de la dernière journée dans le groupe D face à l'Uruguay. Handicapé par l'absence du capitaine Ishaka Diarra et Alassane Diallo suspendu, l'équipe malienne impose dès l'entame son rythme au match. Contre le cours du jeu, la Céleste ouvre le score à la 17e minute. Suite à des errements de la défense malienne, Franco Acosta de la tête trompe Djigui Diarra. La réaction malienne suivra aussitôt, mais les tentatives de Abouakar Doumbia et Falaye Sako ne donnent rien. Les Aiglons profitent également d'une erreur, cette fois-ci uruguayenne, pour établir la parité. Le gardien des buts prend la main, une passe volontaire de son défenseur. Adama Traoré ne rate pas cette opportunité. Les deux formations s'observent toute la deuxième période, avec une légère domination des Aiglons.
Toutefois, la grosse frayeur s'est plutôt produite dans le camp malien. La tête de Hamidou Maïga a failli surprendre Djigui Diarra. Finalement, Maliens et Uruguayens se quittent dos à dos avec le même nombre de points, 4, 3 buts marqués et 3 encaissés de chaque côté. Un tirage au sort a donc décidé du classement final du groupe, l'Uruguay terminant finalement à la 2e place, le Mali à la 3e. La Serbie, qui a dominé le Mexique 2-0, est première. Le Mali figure parmi les 4 meilleurs 3e et se qualifie pour le prochain tour. Une première depuis 1999 au Nigeria pour une sélection junior en Coupe du Monde de la catégorie. Et cette information, avant de boucler définitivement ce journal, l'information sportive, vous avez pu suivre le match en direct sur cette même antenne. Le FC Barcelone a remporté la Ligue des Champions 2015 en finale jouée ce soir. C'était à Berlin. Le Barça a battu la Juventus de Turin par le score de 3-1. Il s'agit là du 5e trophée du club catalan dans cette compétition. Le Barça, champion d'Europe, même si Lionel Messi n'a pas marqué de but. Votre émission Actu Hebdo reçoit demain comme invité Dr Abdou Doumbia, président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Mali, qui nous parlera du Forum des pharmaciens dont les travaux se sont déroulés cette semaine à Bamako, et Madame Ba Asta Traoré, présidente de la Fédération nationale des artisans du Mali. Elle va nous parler du Forum des artisans au cours duquel forum elle a été réélue à la tête de la FENAM pour 5 ans. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Demain 13h, Amara Mali Diallo. Je me ferai le plaisir, Inch'Allah, d'être là pour l'édition de la soirée. Excellente nuit à tous. Au revoir.